Aujourd'hui, c'est même pas moi qui fais du sport, c'est la vie qui est du sport. Apparemment, c'est en plus les Jeux Olympiques. C'est dire à quel point je vis sur une autre planète. C'est donc le moment de parler d'un franc ailleurs. Et comme je fais de la peinture, on va parler d'un petit roman, d'une novella, d'une grosse nouvelle qui s'appelle Traduction vers le rose. J'ai eu la chance de croiser Esmé Dubois qui m'a fait envoyer son livre Traduction vers le rose. Alors ça, elle l'a fait parce que j'étais d'accord, c'est pas la peine de partir du principe que je suis d'accord. Moi, normalement, je refuse les services presse. C'est un livre d'une maison d'édition que je ne connaissais pas et qui se présente elle-même comme une agence de voyage littéraire, ce que je trouve assez amusant, avec pas mal de formats courts qui s'appellent 11-15 parce que les formats sont en 11 x 15. J'ai vite fait regarder 2-3 résultats Google, j'ai trouvé ça assez intéressant, mais c'est pas une maison que je connaissais. Je l'ai trouvé fort sympathique. Il me semble que ce texte a eu un prix de l'imaginaire, je crois. Je vais le marquer dans la description. En tout cas, c'était un grand bravo à Esmé Dubois pour un texte que j'ai découvert comme ça, un peu par hasard, dans un genre qui n'est absolument pas le mien au départ. D'ailleurs, il semblerait que c'est un genre qui n'est pas non plus de son genre, c'est-à-dire, c'est pas un roman sur le genre, mais il peut s'y passer des choses. Ce n'est pas non plus un roman qui appartient pleinement au, au, au genre, au registre auquel il est censé appartenir, à savoir plutôt quelque chose de l'ordre de la fantasy, que moi je connais pas très bien et que je suis pas forcément très certaine de pouvoir euh, présenter ou comprendre ou améliorer, quoi. Enfin bon, donc ça, c'est quand même Enfin, pourquoi je suis améliorée? Je veux absolument pas améliorer la fantaisie. Enfin, là, je suis très très fatiguée. Là. Vraiment, gros chantier, baisse de morale. Mais c'est un roman qui a été assez chouette à lire. Il est assez atypique. Alors, il y a des illustrations à l'intérieur que j'ai pas forcément toujours euh, saisies, disons, et un dispositif narratif que j'ai pas compris immédiatement, mais il faut dire aussi que je suis pas forcément réveillée, comme déjà dit, qui en fait est assez simple quand on le sait, donc je vais vous le dire, comme ça vous gagnerez peut-être du temps, c'est-à-dire qu'on va avoir des points de vue des différents personnages les uns après les autres, ou plutôt pour autant dire les unes après les autres. Et ainsi découvrir un monde par espèces de touches qui vont quand même permettre quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans l'ensemble du livre. On va lire un peu le début et si je ne m'effondre pas, on va un peu détailler tout ça. Euh, Traduction vers l'euro, c'est quand même un titre qui est assez splendide parce il a l'air d'être générique, mais sur quelque chose donc on se rappelle rématique, c'est-à-dire qu'il va désigner le genre auquel appartient le texte et plus que ce qui va être décrit. C'est-à-dire que là, on va s'attendre à une traduction. Mais enfin, jamais les traductions apparaissent dans le titre, puisque justement le traducteur s'efface. Et effectivement, ce n'est pas un titre thématique, c'est un titre thématique qui parle de ce dont il s'agit. Mais ça, c'est quand même une subtilité que je trouve vraiment intéressante pour débuter et qu'il faut évidemment souligner. Traduction vers le rose, ça amène comme ça cette espèce d'idée de quelque chose de très textuel. Et ça ne le sera pas autant que ce que l'on peut penser, ce qui est aussi bien, on évite les lourdeurs métatextuelles des cagneux et des cagneuses. C'est en même temps une étrangeté parce que cette traduction elle va s'effectuer vers une couleur. Et là, on a quelque chose qui est très inattendu dans le vert, le directif plutôt qu'une origine ou un locatif, et puisqu'on a plutôt d'habitude traduction depuis, traduction de. Et là, vert, comme une origine. Le rose pourrait référer aussi à quelque chose un peu littéraire. Je ne sais pas si on parle vraiment de littérature rose, mais c'est connoté quand même un peu girly, le rose, quoi. On va pas avoir ces tonalités-là en vrai. En fait, on a du rose, c'est pas forcément explicité. En tout cas, on a voilà, un titre qui est assez beau et plutôt mystérieux. Avec un nom qui lui aussi est assez beau, Esmé Dubois, on dirait presque un pseudonyme. Avec ensuite, hop, les éditions. Donc 1115, 1115, c'est écrit vraiment comme 1115. Traduction vers le rose, je crois que c'est à Lyon. Donc là, on est en 2023, deuxième trimestre 23. Ça a été imprimé en Pologne. Alors, il y a plusieurs. Hop, si vous voulez le QR code, je vous le mets ici visible. J'espère qu'il peut être
sélectionné. Ça, c'est le QR code du bouquin. Et mais tiens, il n'y a pas de siège social. Les éditions 1115, c'est écrit en toutes lettres. Donc pas 1115, mais 1115. C'est intéressant ça aussi de faire de la forme une espèce de chronologie, une année, et en même temps de s'appeler agence. Donc de jouer comme ça sur l'espace et le temps. Et je trouve pas de ville. Je crois que j'avais lu Lyon quelque part. Vous me confirmerez ? Je suis sûre qu'il y a des gens ici qui vont connaître, si ce n'est d'ailleurs les éditeurs que je salue et remercie pour leur envoi. Bon là je vais pas avoir... Voilà. Et là ça va s'appeler roman court et novella. Je sais pas exactement ce qu'est une novella en termes purement génériques, mais j'aime beaucoup l'idée du format court. En tout cas on est sur quelque chose de très portable, hein. Moi j'ai plutôt des petites mains. Et effectivement je l'ai porté dans mes poches. On va commencer directement avec un mot qui est plutôt un nom, mais qui en tout cas va sonner mystérieux. Il ne ressemble pas à un nom qui est connu. Markovev. Notre pays est petit. Nous l'avons nommé Sable. Il est coupé des autres par une chaîne de hautes montagnes, parmi lesquelles la Damphine, où j'ai grandi. Le cirque de celle où nous célébrons les initiations et les crêtes marines, sur lesquelles nous récoltons l'iode. Seuls les palétuviers pourraient franchir ces monts et aller voir les pays étrangers au-delà de Sable, quand ils en auraient envie. Mais la plupart du temps, ils préfèrent tremper racines dans l'eau saumâtre de l'embouchure du fleuve. Il faudrait une menace immense, ou une rumeur alléchante pour que ces arbres ambulants se décident à migrer au-delà de la frontière rocheuse. Depuis la fenêtre de ma chambre, tout en haut de la tour que j'ai fait construire au centre de ma pépinière, j'ai vu sur le sommet de la Damphine et au pied des monts, sur les champs piquetés de colchiques et sur les ruches, innombrables hétéroclites qui les jonchent. Lorsque la lumière est suffisamment rasante, je vois les essaims d'abeilles monter vers moi, comme une marée. On voit que moi, c'est pas traduction vers le rose, c'est traduction vers le blanc. Mais ce matin, le temps est gris et je ne vois rien. Je passe une pomme sèche sur ma nuque, à l'endroit du mal. Je sens la bosse osseuse, la rugosité de la peau, la douleur sourde. J'ai hâte que Béga me rapporte le remède qu'elle a promis. Moi, Markovev, j'ai été recueillie il y a 60 ans par Méroflède, la mère de reine, notre reine, durant sa grossesse. C'est en prenant soin de moi que Méroflède a appris à prendre soin d'une enfant. J'ai été, pour ainsi dire, son poupon d'essai. J'ai seulement 4 mois de plus que notre reine. J'ai appris à Méroflède la différence entre pleurer pour du lait et pleurer de désespoir, entre rôter du lait et rôter de l'air. Lorsque notre reine est née, Méroflède était toute prête à l'accueillir, grâce à moi. Et, dans sa grande bonté, au lieu de me confier moi-même à une nourrice pour pouvoir se consacrer tout entière à l'élevage de notre reine, sa fille, elle a décidé de nous élever toutes les deux, ensemble. Elle a nommé notre reine reine, conformément à la coutume, et à moi, Markovev, elle a donné le prénom qu'elle aurait voulu donner à son enfant, si elle avait été libre de choisir selon ses goûts. J'ai grandi en sœur aînée de reine. Je me souviens qu'elle courait plus vite, frappait plus fort que moi. Elle m'accusait toujours, quand nous étions petits, de n'avoir pour arme que les mots et la mémoire, tandis qu'elle avait son courage et ses poings. Elle gagnait à tous les jeux où il fallait se battre ou se cacher, être rapide et habile, construire, ériger. De mon côté, je retenais tous les mots, chaque couleur. La moindre émotion sur le visage de notre mère, Méroflède, ruisselait sur moi, comme une eau, et m'envahissait. J'étais toujours assise en tailleur à les regarder, elle, ma mère et ma sœur. Tout cela se passait sur les dents, sur les flancs de la Damphine, et non pas les dents de la Fanfine. Notre éducation consista tout d'abord à connaître les simples et à savoir survivre, sans aide extérieure, à plusieurs jours de bivouac sur les cimes. Notre mère et nos préceptrices
nous apprirent à braconner, à appâter, à atteler des chèvres, à bâtir des lits et des abris au creux des arbres, à fabriquer des bombes avec du gui, des gaz hallucinogènes avec de la mousse, des salades d'écorce, des cataplasmes d'argile. Je fus bientôt apte à dresser des oiseaux pour les envoyer à la ville, chercher une lettre, ou une menue quantité de charbon blanc. À cette époque, nous en utilisions déjà, insouciamment pour allumer nos sorts sans savoir les conséquences que cela aurait par la suite pour notre petit pays et pour nous-mêmes. Je ne vais peut-être pas tout lire. Je vais déjà faire des commentaires là-dessus. Donc là, on a un début qui, pour moi, avait été assez marquant dans le sens où il y a un ton que je trouve un peu conte, un peu fantaisie, un peu... qui n'est pas archaïsant, il n'y a pas du tout les outrances qu'on peut avoir ou l'impression d'exagération dans des textes plus archaïsants ou que l'on a, par exemple, de manière très volontaire, chez un La Fontaine. Mais on va avoir quelque chose de beaucoup plus posé en fait. Très concrètement, c'est posé. C'est-à-dire qu'on va avoir un texte qui avance et pose une chose. Il va poser les informations, il pose le décor, il pose la voix, et tout ça dans le même temps. Finalement, on peut aussi avoir des impressions parfois de précipitation, de choses comme ça. Là, j'ai vraiment cette impression de cette construction comme ça, pas à pas, et qui va commencer donc par le pays, et puis par parler ensuite de cette famille, assez étrange, du royaume de cette famille, et avec, bien sûr, ensuite, lancer l'histoire. Ce ton, il va être un peu permanent, il est quand même... je l'avais trouvé assez marqué pour ce personnage, et on va avoir un ensemble de choses qui sont ici, mais des informations qui sont quand même très intéressantes pour dessiner un décor, à savoir que ici, on va avoir ce pays qui s'appelle Sable, et qui est déjà constitué, structuré, dans lequel se trouvent des arbres ambulants. Ce qui nous met immédiatement dans un monde dans lequel des arbres peuvent être ambulants, ce qui est en fait un non-sens dans un monde comme le nôtre, référentiel, où les trois règnes sont séparés. Animal, végétal, minéral, et donc où notamment les végétaux ne marchent pas. Ils n'ambulent pas. Alors ils se déplacent, les végétaux, mais ils n'ambulent pas, ils ne marchent pas. Et donc là, on a quelque chose qui va être non seulement très ambulant, mais également aussi très anthropomorphe dans les goûts ou les attentes, ou même les rumeurs. Et là, on est encore dans les mots, qui vont, ou à nouveau dans les mots, qui vont pouvoir expliquer comme ça les déplacements de ces arbres. Et là, en fait, l'attention qui est portée par le déroulement du récit sur ces palétuviers ambulants va donner une impression, on va dire, de fermeture finalement du pays, ou en tout cas de clôture, qui va aller avec cette taille minimale. Et ce qui va me donner, moi, cette impression de conte, ça ne va pas être l'oralité ou les archaïsmes, mais c'est le fait que la description, elle va passer par des récits. Et là, par exemple, la petitesse du pays, où sa clôture, avec les montagnes, elle passe par cette mention d'une exception qui n'est donc pas celle des personnages, et qui n'aura pas de rôle narratif. Mais c'est un récit qui va s'ajouter. Et ça fait assez conte, en fait. Et ça donne... ça donne l'impression de quelque chose qui est raconté, mais sans non plus la précipitation de la conversation entre copines, qui va rester aussi assez posée. Et ça, c'est notamment parce qu'on va avoir un descriptif, qui s'étroitise et qui ensuite, boum, remonte dans le temps, et qui en même temps va pas donner l'impression, comme on a ce rythme des phrases, déjà des structures de phrases simples. Notre pays est petit. 4 mots pour la première phrase. Donc on est sur un wikipit, voilà, où, les phrases canoniques, les phrases sont canoniques, sujet, verbe, complément. Nous l'avons nommé Sable. Notre pays est petit, nous l'avons nommé Sable. Boum, une info, deuxième info. Mais ce que l'on a ici comme information, c'est évidemment le pays, le nom du pays, le fait qu'on n'est pas dans un registre référentiel, la première personne du pluriel, le nom du personnage, le fait que ce personnage est féminin, le fait que les attributs entre les personnages, là pour le moment on n'a que des personnages féminins, et on aura principalement des personnages féminins, mais les attributs qui auraient pu être amenés à du masculin, du féminin, sont distribués autrement. Ils sont aussi reliés à des systèmes de hiérarchie, mais ces causalités ne sont pas explicitées. Donc on ne sait pas s'il s'agit par exemple d'individus ou de catégorisation. Et ça, c'est intéressant.
par exemple, entre, on va dire, le courage, ou quelque chose de plus actif, pour Rennes, et quelque chose de plus méditatif, poétique, pour le personnage de Markovef, avec aussi cette étrangeté du pouvoir et de l'affection, du poupon d'essai et de la vraie reine, et de la vraie fille. Et quand même cette sororité bizarre qui en est. On va avoir aussi cet effet con qui va apparaître avec des choses comme il préfère tremper Racine, presque familier. Voilà, une menace immense ou une rumeur alléchante. On va avoir ensuite la description donc, de cette vue depuis la Damphine. Donc ça va nous donner vraiment l'impression d'y être de façon très simple, et ça va permettre d'avoir un tableau qui commence à se dérouler. Et en même temps, ce tableau se déroulant, la situation se précise, mais ce matin, et là je suis à la page 12, le temps est gris et je ne vois rien. Ce matin. Ça, c'est un déictique qui réfère à la situation d'énonciation qui est fictive, c'est pas grave. Donc déictique versus anaphorique qui réfère à ce qui a été dit précédemment. Notre pays est petit, nous l'avons nommé, l'apostrophe réfère à notre pays. Ça, c'est un anaphorique. La question, c'est quel type de représentation est-ce qu'on est déictique en train de désigner. Bon. Ce matin, le temps est gris et je ne vois rien. Je passe une pomme sèche sur ma nuque à l'endroit du mal, etc. Et donc là, hop, on va avoir plein de choses qui se mettent en place, et notamment qui vont apparaître par les sonorités des prénoms, l'idée d'un baume, des mots qui sont parfois connus, parfois pas, et ces distinctions-là qui vont avec des rythmes binaires, rôter de l'air, rôter du lait, etc. Et donc, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la familiarité qui va s'instaurer, familiarité du ton, familiarité dans le sens où ce qui est représenté aussi est familier, et en même temps nouveau, pas forcément référentiel, et en plus une scène de famille, donc familier pour le lecteur qui va reconnaître les bébés, et parfois infamilier, les arbres ambulants par exemple, ou d'autres, ou même ce système d'avoir des poupons d'essai, qui pose plein de questionnements quand même assez forts. Et on voit tout de suite la répartition, par exemple, entre les actions et l'audace d'un côté et les émotions de l'autre. Émotions qui sont dites, la moindre émotion sur le visage de notre mère Miroflède de ruisseler sur moi comme une eau et m'envahissait. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est toute l'image qui va permettre d'avoir quelque chose de très concret qui est de l'ordre d'une sensorialité. Et ça aussi, ça va aller, pour moi, du côté de ces impressions archaïsantes, sans qu'il y ait pourtant, par exemple, un vocabulaire archaïsant qui serait un peu lourd, en fait. Et donc le récit se prolonge comme ça, et donc on va avoir d'abord des espèces de passages qui sont très étonnants, comme ce charbon blanc, donc des oxymores auxquels une vie est donnée, des êtres qui paraissent beaucoup plus familiers à un lecteur de notre monde, je ne sais pas ce qui se passe pour les autres, par exemple la bergeronnette, et en même temps des comportements très bizarres depuis nos propres critères, par exemple celui des simples ou des pudiques qui sont des plantes, et en fait on est dans un monde où les plantes peuvent garder des secrets, peuvent garder des paroles, elles vont les garder dans leurs racines. Et ça va être en fait le rôle de Merovef, de garder, de tenir les archives de leur pays dans les plantes. Et ce qui est... et c'est là aussi où en fait on peut dire, peut-être, il y a quelque chose qui n'est pas cagneux dans le sens de la virtuosité un peu convenue. Alors il faudrait vraiment réussir à définir le ton cagneux, c'est assez cliché en général. J'essaierai de m'y atteler un jour. Ça a probablement été fait. De toute façon, on en trouve plein les librairies du style cagneux. Parfois c'est même du style normalien. Je dis ça parce que je l'ai raté probablement. Voilà, en tout cas, il va y avoir quelque chose qui est là donné sur l'importance des mots qui peuvent être saisis par des plantes et dans leurs racines, conservés, puis renvoyés. Et ça, évidemment, ça peut nous rappeler, je ne pense pas que ce soit une allusion directe, en tout cas, je ne vois pas ce que l'allusion apporterait. C'est une image qui peut être née de celle des paroles gelées que l'on trouve dans le quart-livre de Rabelais, avec là quelque chose qui est... que moi je trouve vraiment beau en fait et poétique, qui est cette image
de la plante qui va concrétiser les paroles. C'est-à-dire que dans les paroles gelées, finalement, moi je me représente un peu les paroles gelées comme des paroles prises en des bulles d'air dans la glace. C'est pas ce que c'est, hein, c'est encore autre chose. Mais il y a une dimension, je trouve, encore plus concrète, matérielle et aussi sensorielle dans ces paroles-là. Alors on va essayer de le dire. Tac, tac, tac. C'est ça. Grâce à l'idée que Reine m'avait soufflé lorsque nous avions 8 ans, c'est le début, hein, on est page 18. J'ai appris que les plantes peuvent entendre et que leurs racines peuvent, si nous leur confions cette fonction, devenir notre mémoire. J'ai testé dans une serre des années durant différentes espèces et essences. Du vivant de Rennes, c'était moi qui assistais à toutes les audiences, publiques et privées, officielles ou secrètes, de nos sujettes, ou devrais-je dire, des sujettes de Rennes. Et là, on voit qu'on est dans un monde qui est quand même très globalement féminin. Mais ça en passant. Je me déplaçais avec, à enrouler autour du buste, toutes les plantes grimpantes nécessaires à l'archivage. Ça, superbe image. Au Sénat du lierre, ces feuilles réagissaient suffisamment vite pour capturer les nuances et les sens les plus implicites. Là, le au Sénat, le O ne méritait pas de majuscule. Je vous le dis si jamais vous faites un retirage à un moment. Dans les bars et les restaurants où se retrouvaient les grandes pour prendre les décisions relatives à notre économie, je me présentais enroulée de vignes vierges, car ces feuilles résistent à la vapeur et filtrent mieux que tout autre les bruits parasites. Lorsqu'on me chargeait d'espionner la rencontre ou le rendez-vous de deux grandes la nuit, en un lieu sombre ou secret, je me présentais recouverte de gui. Les feuilles du gui sont si petites qu'elles ne peuvent archiver qu'une syllabe chacune, mais elles ne font aucun bruit en se refermant sur les sons. C'est ce qui fait du gui la plante d'archivage la plus discrète. Enfin, à toutes les fêtes royales ou secrètes, j'allais ornée de passiflore. Les feuilles de cette plante se chargeaient de capturer les mots, et ces fleurs réglaient au maximum de leur amplitude capturaient les mélodies. Car il est important dans une monarchie comme la nôtre, où jamais rien ne fut écrit, où toutes les décisions furent dites ou chantées, d'avoir aussi un archivage des harmonies et de la musique. Ma pépinière garde dans ses racines tous les mots du règne de Rennes, mais aussi toutes les chansons qui furent inventées durant cette ère, ainsi qu'elle l'a voulu. Les pastorales des jours heureux, les valses, les hymnes et les rondes côtoient, piégés sous la terre, les complaintes désespérées, les incantations dangereuses et les appels les plus éloquents au massacre et à la révolution. Une fois les discours complots, dialogues, mélodies et déclarations piégés dans les feuilles de mes plantes, je rentrais les rempoter à la pépinière. En épandant de l'eau saumâtre de nuit sur les feuilles où étaient piégés les mots et les syllabes, je les en faisais descendre. Patiemment, je les faisais couler le long des tiges et s'insinuer dans la terre. Puis je recouvrais les pieds de mes plants d'un tissu de fibres de chanvre, dont j'avais découvert, grâce au complot grusien, les propriétés d'isolation phonique. Je perçais la surface de chanvre au préalable, à l'endroit où elle rencontrerait les plantes, et la taillais sur mesure pour le carré de terrain sur lequel je l'étendais. Cette dernière étape réalisée, je fumais souvent une dernière liane avant d'aller fumer, enfin, dormir. Avant d'aller, enfin, dormir. J'ai dit fumer. Oh, ça me manque des fois le tabac. Les yeux dans le flou, de longs fils de fumée. Ah, mais voilà. S'échapper. Voilà. Les yeux dans le flou. Non, mais il y avait bien fumé. Là, je suis vraiment fatiguée, hein, parce que je lis et je... Cette dernière étape réalisée, je fumais comme une dernière liane avant d'aller, enfin, dormir. Les yeux dans le flou, de longs fils de fumée s'échappant de mes narines, j'entendais les discours, les phrases et les bruits grouillés sous la toile de chanvre, tenter une dernière fois de s'échapper avant d'être, pour de bon, pris dans les racines de mes plantes, archivés à jamais, pour la mémoire de sable. Et donc après, on va avoir de l'union de Rennes avec Zez, Naki Bega, la toute première femme du pays de sable à avoir, comme ode aujourd'hui, la qualité d'insensibilité. Donc là, en fait, plein d'éléments sont mis en place dans ce début, et on va avoir notamment un grand malheur qui est l'arrivée du froid dans le royaume de sable, et une solution va être trouvée
grâce aux insensibles, qui sont d'abord des parias, comme des gars, pour aller justement vers cette traduction vers le rose. Je ne vous en dis pas plus, parce que c'est à la fois très beau, très surprenant, et quand même assez intéressant. Un dernier élément quand même avant de clore la vidéo sur sa construction polyphonique. C'est quelque chose qui n'est pas inhabituel en termes de récit, c'est-à-dire que avoir comme ça des espèces d'alternance par personnage, en narration parfois simultanée, ici c'est pas forcément simultané, c'est quand même pas non plus rare. Là où je trouve que c'est parfaitement bien fait, c'est qu'en fait le récit raconte un conflit très grave, dont je ne vous donne pas d'éléments, essayez d'oublier ça, hein, si je ne voulais pas de divulgachage, je vais essayer de pas trop en raconter, mais ce récit va se construire ainsi par une polyphonie qui passe d'un personnage à un autre. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que finalement ce que l'on a, c'est une espèce de mise à égalité des différents points de vue qui va remettre en question le fait que notre empathie elle va vers un ou une protagoniste. C'est-à-dire que le fait même d'avoir c'est pas exactement des alternances, on a des personnages qui parlent plus que d'autres, ou dont le point de vue est majoritaire, et je sais même plus s'ils sont tous à la première personne. En tout cas, qui vont capter plus ou moins l'attention, va amener, dans un récit qui pourtant est quand même très court, une complexe, enfin très court eu égard à un roman. Hop là, on est quand même sur, oui, et encore, oui, c'est pas scripté, on est à 128 pages. On a ainsi quelque chose qui n'est pas seulement la distribution d'informations sur un monde que l'on ne connaît pas, ça c'est tout le paradigme absent de Marc Angenot, j'en ai déjà parlé ici, si j'y pense je mets un lien vers l'article, moi c'est un article qui a été vraiment très important pour moi, et que j'avais vu chez Natacha Vazder d'ailleurs, merci encore à elle de l'avoir partagé, enfin de l'avoir mentionné, je ne sais pas si elle avait partagé, mais je l'avais trouvé très vite derrière. Donc ça c'est vraiment sur la question du paradigme absent, c'est comment dans un récit de science-fiction ou voilà, non référentiel, on va donner les informations aux lecteurs, aux lectrices, aux lectrices, pour ne perdre personne, pour que ce soit lisible en fait. Parce que la question du comment on fait découvrir quelque chose d'autre en restant lisible, c'est une question qui est hyper importante. Sans grande surprise et en fait avec souvent aussi beaucoup de joie, je trouve. C'est quand même aussi des sujets qui sont très intéressants. Et donc là, une des grandes questions de tout ça, c'est vraiment aussi de voir comment finalement, le changement, c'est pas forcément une alternance, des points de vue, des personnages, des voix des personnages, va amener non seulement un ajout d'information, mais aussi va amener des espèces de tuilage des situations et permettre d'alterner les empathies. Et rajouter la complexité de la situation parce qu'on aura un intérêt à suivre chacune, ce n'est même pas un indice, c'est une précaution, et ainsi il va se passer quelque chose, donc en ça c'est vraiment un récit qui est extrêmement savant au niveau de sa construction. Alors savant pas dans le sens difficile, mais dans la construction est vraiment subtile pour permettre de penser et faire comprendre par quelque chose qui n'est pas exactement un retournement, pourquoi on peut aller vers la guerre et le conflit. Et cela avec une énorme empathie et en appelant à notre empathie. C'est un paradoxe que je trouve extrêmement précieux et c'est peut-être là que se situe la très belle traduction vers le rose. Je vous dis à bientôt.